Bienvenue. Bienvenue et bienvenue à ce nouvel épisode de Psychanalyse pour tous. Je m'appelle Clémence Lenis et je suis psychanalyste de l'école de poésie et psychanalyse Grupo Zero de Madrid. Comment allez-vous? Donc, bienvenue à ce nouvel épisode de Psychanalyse pour tous et aujourd'hui, nous allons essayer de parler de ce qu'on appelle le désir en psychanalyse. Ce fameux désir, le désir de la psychanalyse. Bienvenue à tous. Alors, nous sommes le 18 juin 2024 et aujourd'hui, donc, nous allons parler un petit peu du désir. Alors, attendez, je vais regarder si j'ai bien tout. Sabrina, bonsoir, Sabrina. Ok, alors si je fais comme ça, je crois que ça peut être très bien. On va faire comme ça, hop. Nous y sommes. Bienvenue. Donc, Freud va nous dire, c'est un point, Sonia, bonsoir, c'est un point très important. Freud va nous dire, dès le départ, il nous dit que rien chez l'être humain, pour l'être humain, même la mort, n'a lieu sans la participation de son psychisme. C'est-à-dire que tout chez l'être humain, tout ce qui a lieu chez l'être humain, Féti bonsoir, a lieu avec la participation de son psychisme. Bonsoir Théophile. Ça c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire que nous devons considérer qu'il y a toujours la participation du psychisme. C'est-à-dire la participation, Martine bonsoir, de son désir inconscient. Bien rentré, oui, merci, oui, je suis bronzée. Et il va même préciser, il va dire même la mort a lieu quand le sujet cesse de désirer. C'est-à-dire que le désir, c'est le moteur de cet appareil psychique. Samy, bonsoir. Myriam, bonsoir. Nathalie, bonsoir. Le désir est à la base de tout ce qui va avoir lieu, Jean-Loup, bonsoir, avoir lieu pour l'être humain. Donc vous vous rappelez que quand on parle bien évidemment du désir, on va aussi parler de la pulsion. La pulsion, c'est cette énergie vitale qui nous fait fonctionner, cette énergie vitale qui nous fait fonctionner. Et rappelons, Isabelle, que la pulsion, c'est un montage. Freud y présente la pulsion comme un montage, c'est-à-dire la pulsion, cette énergie psychique, pour nous expliquer un petit peu comment cette pulsion fonctionne et qu'elle est composée, on dit que c'est un montage parce qu'elle est composée de 4 lieux différents. Il y a la poussée qui est l'exigence de travail, parce que la pulsion c'est une exigence de travail, c'est-à-dire qu'elle est toujours en fonctionnement et qu'elle exige que tout l'appareil fonctionne tout le temps. La scène, bonsoir. Ensuite il y a la source d'où part cette énergie vitale, elle part d'une zone érogène du corps. Ensuite, il y a l'objet. L'objet, c'est cet élément, on va voir que Damienne, bonsoir, cet élément, c'est l'objet, c'est l'élément le plus variable de la pulsion. Tous les autres sont constants, mais l'objet, c'est un lieu, on va dire, et c'est le plus variable parce que, en fait, c'est un lieu qui est vide, où n'importe quel objet peut prendre la place de c'est l'élément le plus variable de la pulsion. Et ensuite il y a le but. Alors, on va dire que le but de la pulsion, c'est toujours la satisfaction. D'accord, donc ça c'est très important, et que la satisfaction, c'est toujours ce que le mouvement pulsionnel va obtenir. C'est-à-dire qu'il y a satisfaction dans le mouvement. Donc ce n'est pas parce qu'il arrive, non, si le mouvement pulsionnel
On va dire qu'il y a une énergie qui va sortir d'une, par exemple en parlant, qui va sortir non, de la voix, de la bouche, de cette zone érogène de la bouche, qui va se diriger vers l'objet, Fatia bonsoir, qui va entourer l'objet, parce qu'elle ne le touche pas, sinon qu'elle entoure l'objet, et ensuite elle revient sur elle revient sur la source, et c'est dans ce mouvement pulsionnel que la pulsion va obtenir la satisfaction, et qu'il y a toujours satisfaction, et puisqu'il y a toujours mouvement pulsionnel aussi, et qu'il va parler aussi, et Hakim, bonsoir, qui va parler aussi des 4 destins de la pulsion. Il y a le refoulement, la répression, la sublimation, la transformation, son contraire, et le retour sur soi-même. On va voir, ce sont les destins de la pulsion sont en relation avec la manière de jouir. C'est non, la répression, la sublimation, la transformation, son contraire, le retour sur soi-même. Et on sait que, bien évidemment, Annick, bonsoir, que la jouissance la plus humaine, c'est par l'intermédiaire de la sublimation. Donc, le but de la pulsion, c'est toujours la satisfaction, hein, puisqu'il se satisfait dans son parcours, dans son mouvement pulsionnel. Donc, on voyait que le 3e élément de la pulsion, cet objet, l'objet de la pulsion, qui est l'élément le plus variable. C'est-à-dire, on va même dire qu'il est, Nathalie, bonsoir, indifférent. Parce que c'est un vide. C'est un vide par lequel qu'on va que le mouvement pulsionnel va contourner. Et qu'il peut être remplacé par n'importe quoi. Et par n'importe qui. C'est-à-dire que Freud va nous dire, rappelez-vous quand il parle de la capacité de l'être humain, qui est la capacité de la substitution, c'est-à-dire que quand l'objet avec lequel on avait l'habitude d'être en relation, avec un mouvement pulsionnel disparaît, l'être humain a la possibilité de remplacer cet objet par un autre objet pour continuer son mouvement pulsionnel. Et qu'à chaque fois qu'il y a fixation sur ces objets, il y a des troubles qui vont se manifester, bien évidemment. Et c'est-à-dire face à l'impossibilité de la substitution. Donc, pour revenir sur le sujet du désir, puisque le désir est en relation bien évidemment avec l'objet qui est en fait un élément de ce mouvement pulsionnel, et Freud il va dire, Pascal bonsoir, Freud va dire que pour penser la situation du désir, il dit que la situation désirante, il dit parce que l'appareil psychique est un appareil qui désire. Son fondement, c'est le désir. C'est-à-dire que son moteur, c'est le désir. D'après Lacan, la pulsion, c'est une énergie constante, c'est un travail constant, oui. C'est une exigence de travail, non, qui n'a pas de rythme. C'est pas comme le cœur. Le cœur aussi, c'est constant, mais ça n'a pas de rythme. Est-ce que le désir naît d'un manque qui ne peut être assouvi? Le désir naît d'un manque qui ne peut être assouvi. Exactement. Et c'est à partir de là que c'est pour ça que c'est le moteur. Et Freud va nous présenter, en fait, une situation mythique, c'est-à-dire théorique, pour nous expliquer un petit peu la première fois qu'a eu lieu, d'où va partir ce désir, Et il va dire, c'est quand coïncide dans le sujet, donc on va partir du bébé par exemple, puisque c'est à partir du bébé que va se fonder, enfin du bébé ou du jeune enfant, que va se fonder le désir. Et il va partir de la trace mnésique du besoin. C'est-à-dire le besoin de manger, par exemple. Et quand la trace mnésique du besoin va se retrouver avec la trace mnésique de l'objet qui vient satisfaire ce besoin, on dit que ça, c'est la première expérience de plaisir du sujet.
Et on parle de traces mnésiques, Brahim, bonsoir, parce qu'en fait, ce sont des traces dans le sens où tout ça, ça a disparu. Donc, comme ce que nous avons vécu aujourd'hui, par exemple, tout ce que nous avons vécu aujourd'hui n'est plus qu'un souvenir. N'est plus qu'un souvenir. Et si nous voulons en parler, nous allons toujours en parler avec une déformation, puisque l'être humain souffre de cette incapacité de pouvoir raconter réellement ce qui lui est arrivé. Sinon qu'à chaque fois, il y a une déformation. C'est comme le téléphone, ce qu'on appelle le téléphone arabe, c'est-à-dire que à chaque fois que je vais, en plus, à chaque fois que je vais le répéter, à chaque fois, il va y avoir une transformation. Et ça, c'est une condition de l'être humain. Et que tous ces souvenirs sont des transformations. Donc même ce que nous avons vécu aujourd'hui, quand nous allons en parler, obligatoirement, ce n'est pas exactement ce que nous avons vécu. C'est pour ça que c'est pratiquement plus important ce que nous allons dire de ce que nous avons vécu que réellement ce que nous avons vécu qui a déjà disparu. Mais pour revenir, Alexandra, bonsoir. Et donc il dit que chaque fois que va arriver Oufela, bonsoir, et chaque fois que va apparaître en fait le besoin, chaque fois que va surgir la nécessité, Fatila, non, va surgir en même temps, avec la force de la nécessité, va surgir une autre force qui va essayer de satisfaire ce besoin avec l'objet. Et donc il va y avoir cette tentative de satisfaire, tout comme cette première expérience, mais cette première expérience de plaisir qui a satisfait. On va imaginer par exemple le lait chaud qui va couler dans la gorge du bébé. Au moment où il avait ce désir de manger, va arriver le sein maternel qui va lui donner le lait, et on va dire que ça c'est alors c'est pas exactement la première fois qu'il le vit, sinon ça va être la première fois que ça va fonctionner comme expérience de plaisir. C'est-à-dire qu'on va le se voir comme toujours par après coup. Et Jean-Philippe dit le désir naît d'un manque, mais dans les addictions, les dépendances, ce n'est plus du désir mais du besoin. Et on va voir que c'est pas exactement du besoin non plus. Non, ce n'est pas exactement du besoin, parce qu'en fait, pour l'être humain, le besoin, c'est quoi le besoin pour l'être humain? Parce que tous les besoins pour l'être humain, en fait, ont été transformés en désir. Christine, bonsoir. En désir dans le sens où il a été touché par le langage. Il a été touché par cet être de langage que nous sommes, qui a transformé. Non, Freud, il dit, ou je crois que c'est Lacan qui dit que nous ne dormons pas parce que nous avons besoin de dormir, sinon que nous dormons par désir de dormir. C'est-à-dire que tout est touché par notre désir. Alors bien sûr, vous allez dire, oui, il y a des fonctions qui sont nécessaires. Oui, mais vous voyez qu'il y a des gens qui peuvent dormir 3 heures par nuit. Non, comme il y en a d'autres qui disent, si je ne dors pas 10 heures. Donc, tout est touché par le désir. Alors, pour revenir à cette première expérience de plaisir, en fait, qui va disparaître une fois qu'elle est vécue. En fait, elle disparaît tout de suite, comme tous les éléments de notre vie. Et donc, chaque fois que va surgir en nous, tout au long de notre vie, le besoin ou la sensation de besoin, va surgir avec ce besoin, non, une force qui va essayer de satisfaire le besoin avec l'objet. Et il dit, mais en fait, c'est pas exactement ça, sinon que ce qui va avoir lieu, c'est qu'il va essayer de reproduire la première expérience de satisfaction. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'il essaye de resatisfaire le besoin avec un objet, sinon que ce qu'il va chercher, c'est la première expérience de plaisir. C'est pour ça que ce qui va se répéter dans le sujet, c'est la tendance qui est associée au besoin. Donc, qui va permettre le mouvement de cet appareil, qui va toujours vouloir revenir à cette première expérience de satisfaction et qui ne va jamais obtenir. Donc, c'est un mouvement en fait qui va être à chaque fois qui est impossible.
Simona, bonjour, non, qui n'arrive jamais et qu'il ne peut pas obtenir. C'est pour ça que Miguel Oscar Menasa, le fondateur du Grupo Zero, il dit « Ce qui me permet de vivre et qui n'obtient rien, ça, c'est le désir. » C'est-à-dire que le désir, c'est le fonctionnement de l'appareil et qui n'obtient rien. Felipe, bonsoir. Alors, nous allons essayer de nous centrer un petit peu. Qu'est-ce que le désir quand on parle de ce désir? Donc ça, c'est la fonction, non, c'est l'explication théorique de la fondation de ce désir chez l'être humain qu'on voit qui, en fait, va couvrir le besoin. C'est-à-dire que tout commence par le besoin, mais le besoin chez l'être humain va se transformer en désir. Aïssa, bonsoir. Donc, le désir d'un être humain, qu'est-ce que le désir d'un être humain? Alors, le désir d'un être humain, ce n'est pas exactement ce que nous avons envie. On parle bien évidemment d'autre chose. Et on va voir que le désir, c'est, en fait, ça fait partie de la culture. Le désir de l'être humain, ça fait partie de la culture. C'est appartenir à la culture. En fait, le désir de l'être humain, c'est un fait culturel. C'est-à-dire, c'est un fait qui a lieu, bien évidemment, avec d'autres, parce que rien n'a lieu chez le sujet sans la participation des autres. Et c'est-à-dire que le désir, c'est l'application du sujet, l'implication du sujet de devenir culture, d'être un fait, d'être fait par la culture. Nous sommes la production d'une culture, d'être fait par la culture. Donc, par exemple, on va dire, moi, je suis, c'est beaucoup dire, mon désir est produit par la psychanalyse et la poésie, par exemple. Par exemple. Et que quand Lacan il dit qu'il ne faut pas trahir son désir, en fait, il s'agit de ça, c'est-à-dire ne pas sortir de cette voie. C'est être dans la voie du désir, sur le chemin du désir, parce qu'on voit que le désir, ce n'est pas quelque chose qu'on va pouvoir attraper, parce que en fait, il n'y a jamais la possibilité de l'attraper. Sinon, à chaque fois qu'on l'attrape, il va y avoir Christine, bonsoir. Anouar, bonsoir. Non, à chaque fois qu'il va y avoir cette tentative d'atteindre ce désir, une fois qu'on a terminé un travail, une fois qu'on a obtenu ce qu'on pensait qu'on désirait, en fait, après, et ça, on se rend compte que ce n'était pas ça et qu'il faut que la machine, maître, puisse, on va dire, fabriquer un nouveau désir. Fait-il le désir, n'est-il de la séparation avec la mère après le DILP? Donc là, on a parlé de cette première expérience, de satisfaction qui est à la base, qui est à la base de la production du désir. Et on va voir que ça va être en relation avec la séparation, avec la fonction mère, la fonction mère. Donc c'est pour ça que quand Lacan il dit qu'il trahir la voie du désir amène toujours de sérieuses difficultés. C'est-à-dire que quand nous sommes sur le chemin du désir, renoncer à quelque chose va provoquer de sérieuses difficultés chez le sujet. Parce que quand une trahison est tolérée, parce que c'est trahir son propre désir, parce que en fait, avec l'être humain que nous sommes, nous ne pouvons pas faire ce qu'on a envie, en disant moi je fais ce que je veux, si aujourd'hui j'ai pas envie je le fais pas, et si demain j'ai envie je le fais. Et donc il y a des gens qui vivent un petit peu au rythme de leur caprice, sans considérer que nous sommes une machine, de la même façon que nous devons faire attention à notre alimentation, nous savons ça, nous avons une éducation à ce niveau-là, et quand on désire une personne, un désir sexuel, non, c'est autre chose. Non, ce n'est pas exactement le désir de l'être humain. Ça, c'est un élément différent. Non, c'est un désir sexuel. Donc, si nous considérons que nous sommes une machine avec cette complexité, cette machine qui désire constamment,
qui désire constamment et qui, en plus, ce désir, en fait, et n'est jamais, ce désir n'est jamais satisfait. Non, il ne peut pas se satisfaire. À chaque fois, il se satisfait et il se remet en route tout de suite. Et donc, quand on parle que de la trahison, en fait, c'est parce qu'on va dire que d'une certaine façon, on n'a pas considéré l'importance de pouvoir se maintenir sur le désir. Et quand une trahison est tolérée, c'est-à-dire quand le sujet tolère trahir, c'est-à-dire qu'il trahit son propre désir, ben ça ouvre le chemin, ça permet de façon officielle pour le sujet la trahison. Non, se trahir soi-même, c'est-à-dire se détourner de la voie du désir. Et en psychanalyse, si on parle de la psychanalyse, Salma, bonsoir, en psychanalyse, en fait, c'est quand quelqu'un qui a commencé une formation en psychanalyse, qui s'est dirigé sur cette voie-là et qui tout d'un coup va chercher un autre discours. Un autre discours. Parce que, en fait, on va pouvoir l'interpréter en cherchant, avec cette idée de chercher un autre discours qui soit plus, non, comme certaines personnes vont dire, non, la psychanalyse pour moi c'est pas exactement ce que je veux, je préférerais un autre discours qui soit plus à même avec moi-même, qui me corresponde plus. Mais en fait, la psychanalyse, elle correspond à tout le monde. Donc, on pourrait interpréter, par exemple, dans certains cas, qu'en fait, il y a comme la recherche du sujet d'une certaine liberté. Il va avoir la liberté, comme certaines personnes veulent avoir la liberté de pouvoir faire ce qu'ils veulent. Mais en fait, l'être humain n'a pas cette liberté. Et que la seule liberté que possède l'être humain, c'est la liberté de ce mouvement pulsionnel, la liberté de la libido. La liberté de la libido dans le sens où la liberté de cette mobilité de la libido. On avait vu qu'à chaque fois que la libido restait bloquée quelque part dans un parcours, dans un objet, dans une régression, dans un mécanisme, à chaque fois ça produit des symptômes, ça produit des troubles. Que la seule liberté que l'être humain peut prétendre, c'est la liberté de la libido. Pourquoi? Pour pouvoir avoir cette possibilité de partir, de revenir, de faire face à la réalité, sans rester bloqué sur une situation. Il y a des gens qui restent toute leur vie bloqués sur une situation qu'ils ont vécue à un moment de leur vie et qu'ils ne savent pas substituer par une autre, comme trouble de tout type. Toutes les exagérations, on va dire, de l'être humain peuvent être considérées comme des troubles de la libido et après tous les symptômes, bien évidemment. Donc, Simo, bonsoir. Donc, en cherchant la liberté, en fait, nous nous détournons du chemin de la liberté. Non? Parce que c'est seulement dans le désir que nous pouvons être libres. Et ça, il y a quand on parle de la condition humaine, c'est-à-dire cette condition qui est préparée, c'est-à-dire que nous sommes des êtres de langage, nous sommes des êtres désirants, nous sommes des êtres pulsionnels, nous sommes des êtres jouissants, nous sommes des êtres désirants. Et à chaque fois que nous allons nier une de ces conditions, nous allons produire des troubles. Et nous sommes des êtres sexués, nous sommes des êtres mortels. Donc, à chaque fois qu'il y a une tentative de nier, parce que ce n'est pas parce que je vais nier la mortalité que je vais devenir immortel, sinon que je vais produire des troubles dans ma réalité, non, parce que je nie une condition de l'être humain. D'où l'importance de bien connaître la condition de cet être humain que je suis pour pouvoir mieux être en accord avec la vie, avec la réalité de cet être humain. C'est cette réalité qui se produit donc vis-à-vis, face à moi, dont je fais partie, puisque c'est moi aussi qui ai participé à la production de cette réalité, puisque c'est moi qui la vois, c'est moi qui la vis, donc j'ai participé à la production de cette réalité et de pouvoir faire face à cette réalité. Donc ça, c'est la liberté que nous avons. Pouvoir faire face sans trébucher, sans tomber,
Donc, comme je disais, la liberté, ce n'est pas faire ce que je veux. Non, suivre mes désirs du moment. En maintenant, je n'ai plus envie. En maintenant, j'ai envie d'un petit peu plus. En maintenant, je vais arrêter. Non, c'est-à-dire que ça s'appelle des caprices. Des caprices. Et les caprices, c'est-à-dire faire ce que je veux, en fait, comme Ménassa dit, c'est le moyen qu'utilise la maladie pour s'installer dans le sujet. Et ça, c'est très intéressant. Donc, vous voyez, à chaque fois que je n'ai... bonsoir, pouvez-vous donner des exemples concrets de désir? On a dit, non, le concret, par exemple, le désir de participer à la production d'un être psychique, à la production d'un être en analyse qui va produire donc un sujet psychique. Et donc, ce qui est très intéressant de voir, c'est que la maladie va s'installer, en fait, Isabelle Bonsoir, va s'installer quand je crois que c'est moi qui décide. Que c'est moi qui décide ce que je veux vivre. Et en fait, je dois me rendre compte dans quelle réalité je vis pour pouvoir répondre à cette réalité. C'est-à-dire, je ne vis pas comme je veux, je fais ce que je veux, je ne considère pas la réalité. Si, je dois considérer la réalité et en fonction de cette réalité, autant extérieure qu'intérieure, pour pouvoir fonctionner. Et qu'à chaque fois que je prétends vouloir faire ce que je veux, il y a des symptômes qui vont se produire. Donc nous sommes un être humain, une machine, et que ce que nous faisons avec notre vie, obligatoirement va porter ou des fruits ou porter des conséquences. C'est-à-dire que tout ce que je fais va amener certaines conséquences. La frustration, c'est bien aussi parfois, on apprécie mieux les choses après. Oui, mais là, vous parlez d'une frustration, non? Comme les enfants qui se sentent frustrés parce qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient. Non, que le sentiment de frustration, on va dire, n'est pas obligatoire. Non, Jacques Lacan disait que la mort, c'est l'ordre de la foi. Ah, je ne sais pas, Féti, j'ai jamais entendu ça. Mais peut-être, peut-être. Donc, si je ne prends pas, je veux savoir la différence entre le désir et le besoin. Le besoin, on va dire, c'est de l'animal, et le désir, c'est notre désir qui est touché, en fait, que le besoin est touché par la parole et donc obligatoirement perverti par la parole. Parce que ce qu'on appelle besoin, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela, en fait, ce sont des idées que nous avons sur nos besoins. Donc, si je ne prends pas en compte cet être humain que je suis, en fait, je vais devoir le payer d'une manière ou d'une autre, ailleurs, d'une autre manière. Le payer, c'est-à-dire qu'il va y avoir des conséquences que je ne peux pas vivre selon les idées qui me passent par la tête aujourd'hui. Mais bon, tout ça, c'est une construction. Parce que bien évidemment, nous ne sommes pas préparés, nous ne sommes pas éduqués, nous ne sommes pas formés à la base pour pouvoir vivre avec cette complexité que nous sommes, qu'il va falloir, comme j'ai l'habitude de le dire, que chacun d'entre nous, nous fassions le travail pour apprendre. Quand on dit que la psychanalyse, plus qu'une thérapie, c'est un instrument pour apprendre à connaître cet être humain que nous sommes. C'est pour ça qu'on dit que c'est un instrument d'autoconnaissance et donc d'auto-transformation. Bonsoir Dalal. D'autoconnaissance et d'auto-transformation. Donc, comme on disait, la seule chose qui peut être libre pour l'être humain, c'est la liberté libidinale. Qu'elle ne se bloque nulle part, qu'elle n'aille pas stagner quelque part, ni dans des idées du passé, ni dans des attaches qui l'empêchent de vivre, c'est-à-dire de pouvoir être là où l'on est au moment où l'on l'est. Et en plus, non seulement ça, sinon sans se définir. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui disent non, moi je suis comme ça, moi je suis comme ça, moi face à ceci, je fais ci, je fais cela. Et en fait, de pouvoir ne pas se définir. Ne pas se définir, c'est-à-dire se définir seulement, on va dire, après les actes. C'est-à-dire, premièrement, je fais. Si je travaille tous les jours, je peux dire, je suis une travailleuse.
mais parce que je l'ai fait, parce que j'ai les actes qui vont rendre compte. C'est-à-dire que ce sont mes actes qui me déterminent. C'est ce que je fais qui me détermine. Et ces actes eux-mêmes sont aussi déterminés. Déterminés par quoi? Par des choix. Par des choix des décisions que nous allons prendre. Et des décisions qui vont impliquer bien évidemment un jugement de valeur. Et c'est là où va rentrer en jeu ce qu'on appelle l'éthique. Un acte éthique, c'est-à-dire un acte éthique, c'est-à-dire un acte qui est conforme à mon désir. Mais le désir aussi, c'est quelque chose qui est en construction continue. Ce n'est pas quelque chose qui est, voilà, c'est ça mon désir et que je vais travailler pour l'obtenir. On va dire un projet, ou bon, ça fait partie. Donc c'est quelque chose qui est en fabrication constante. Et donc, un acte éthique en psychanalyse, c'est être sur le chemin de son désir. Sur le chemin de son désir. Alors, d'un autre côté, on va voir qu'en psychanalyse, le concept, parce que le désir, c'est un concept psychanalytique, donc qui est très complexe. Le désir, va nous dire Freud, il est toujours là. Mais c'est différent, nos actes définissent nos valeurs. Une bonne réflexion, Salma, oui, effectivement. Mais c'est différent quand nous sommes en fait au service de la culture, donc de la société, donc quand nous travaillons pour cette culture, cette organisation sociale, c'est-à-dire que quand notre désir est entré dans la culture, que quand il s'est réfugié dans l'impuissance. Dans l'impuissance, c'est-à-dire dans « non, je ne peux pas ». Ou, par exemple, il y a des impuissances que nous pouvons présenter comme une forme de la paresse. La paresse, c'est-à-dire je choisis la paresse. Et la paresse, il faut aussi la prendre en considération, c'est-à-dire c'est aussi une des passions de l'être humain, la paresse. Donc nous pouvons tous, à un moment donné, tomber dans la paresse. Et si nous tombons dans la paresse, dans ces passions humaines, d'une sorte d'inactivité, bien évidemment qu'il va y avoir des conséquences et des troubles qui vont se manifester. Donc le désir, on va dire que quand on s'est installé dans ce désir, c'est une construction, ça ne vient pas d'un jour à l'autre, c'est une construction. En fait, Menassa, il dit aussi, la discipline vient seule. C'est-à-dire que la discipline vient seule dans le sens où j'ai plus à faire d'efforts. Si je suis sur la voie de mon désir, toutes les choses que je dois faire, en fait, je les fais sans avoir à faire d'efforts pour les faire. Enfin, c'est une manière de dire, des fois, non, on doit se pousser un petit peu. La paresse, c'est une valeur morale. Non, je ne sais pas si c'est une valeur morale. Pourquoi vous voyez la paresse comme une valeur morale? La paresse, c'est une situation de l'être humain, non, qui préfère rester allongé dans son sofa à passer à l'action, c'est-à-dire quelle que soit l'action. La paresse, c'est ne rien faire. Vouloir ou prétendre ne rien faire, parce que même quand on ne fait rien, on fait quand même quelque chose. Donc, on a vu que cette pulsion, elle travaille tout le temps. Alors, ou je mets cette énergie vers l'extérieur, ou cette énergie, si je ne fais rien, va travailler à l'intérieur. Et quand elle travaille à l'intérieur, c'est pas bon signe. La paresse, c'est une décision. Ça peut être considéré comme une décision, effectivement, dans le sens où je dois dire non à la paresse. C'est une décision pour avoir la possibilité de dire non. Donc, le désir, c'est ce qui commande dans l'appareil, ce qui dirige. Dans le cas de l'éthique, c'est-à-dire ce sera... alors on avait déjà essayé de trouver la traduction de ce mot en espagnol, c'est-à-dire que une fois qu'on s'est engagé dans un chemin, c'est de continuer, de pouvoir, et surtout en psychanalyse, de pouvoir continuer. Et c'est une des choses les plus importantes en psychanalyse, c'est-à-dire que même quand on a l'impression que ça va plus, qu'on est bloqué, qu'on peut pas continuer, qu'il n'y a plus rien qui se passe, qu'on répète tout le temps la même chose, non, le plus important, c'est de pouvoir continuer. Parce que si on continue sur le chemin de la psychanalyse, c'est-à-dire si on continue à s'analyser, à superviser, à étudier, obligatoirement il y a des transformations. Obligatoirement, on continue
continue à construire notre désir. Et parce que sinon, il n'y a pas beaucoup d'options pour l'être humain. Sinon, l'option, c'est au lieu de se laisser diriger en fait par notre désir, on va se laisser diriger par l'éthique d'Aristote, par exemple, qui disait qu'il était le plaisir. Donc, comme beaucoup de gens font, c'est-à-dire qu'ils se laissent diriger par le désir. Est-ce que le principe de réalité sociale matérielle n'entre-t-il pas en conflit avec son propre désir ? C'est pas exactement un conflit, sinon que le désir doit prendre en compte, on va dire, que la réalité extérieure existe, qu'on ne peut pas prétendre certaines choses qui sont impossibles, que la réalité ne nous permet pas. C'est pour ça que le principe de réalité, c'est se rendre compte qu'il y a des choses que je ne vais pas pouvoir obtenir comme ça, qu'il y a un travail à faire par exemple, pour l'obtenir. Donc c'est pas exactement, ça c'est le désir doit prendre en compte cette réalité extérieure, non, comme ne pas demander des choses impossibles à l'être humain. À chaque fois que je demande des choses impossibles à cet être humain que je suis, obligatoirement il y a des conséquences. Ou à chaque fois que je ne tolère pas ce qui m'arrive, parce que si, ça fait partie, c'est-à-dire que une autre chose, c'est-à-dire que tout d'un coup, j'ai eu des boutons, une éruption, je commence à avoir des boutons. Si je dois aller voir le docteur qui me donne une petite crème pour que les boutons s'en aillent, etc., que je peux aller en parler dans ma séance de psychanalyse et tolérer que oui, que c'est ça, que mon désir a produit ça. Alors, quand le désir, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que quand le désir est bien canalisé, on voit que toute la réalité, il n'y a plus de conflit, Benoît, avec la réalité. Quand le désir est bien canalisé, en fait, quand on est en fonction, qu'on occupe la fonction que nous devons occuper, que tout s'ajuste. La réalité s'ajuste. Alors, on ne vous demande pas n'importe quoi à la réalité, mais on voit que tous les éléments vont participer à notre désir. C'est-à-dire que le désir de l'être humain a énormément de pouvoir. Mais il doit être canalisé. Devrait être quelque part réaliste. Non, exactement. Il doit considérer le désir, prend en considération la réalité extérieure. Non, je ne peux pas, ni la réalité intérieure de cet être humain que je suis, ni la réalité extérieure. Donc, une éthique du sujet a comme objectif la formation du sujet. Alors qu'une éthique de l'objet a pour objectif, des choses qui appartiennent à l'objet. Donc, bonsoir, Otmani. Alors, Freud aussi va nous dire, et c'est très intéressant, il va nous dire que, en fait, nous désirons tous la même chose. Parce que ce désir mythique de cette première expérience de plaisir, et après il y a, Amine, bonsoir, un autre désir qui est le désir sexuel infantile réprimé ou refoulé. C'est-à-dire ce désir auquel nous avons dû renoncer. Mais que nous avons renoncé à moitié, c'est-à-dire que nous avons dû renoncer à cet amour très intense que l'enfant avait pour sa mère. Nous avons dû tous renoncer à cet amour. Pourquoi ? Pour pouvoir avoir une vie. Parce que sinon, il n'y a pas de vie, non ? Le désir est toujours inconscient ou peut-être parfois conscient. Le désir, il n'est ni inconscient ni conscient. Faussia, bonsoir, c'est un concept. C'est-à-dire que c'est un concept. Si moi je mets des mots sur mon désir, c'est plus exactement le désir qui me dirige. C'est une construction, le désir. C'est une construction et comme toutes les choses qui sont en construction, c'est-à-dire qu'il se fait de façon quotidienne. N'oubliez pas, Caroline, bonsoir, n'oubliez pas que notre appareil psychique, ce n'est pas qu'il a passé le complexe d'Oedipe et ça y est, il dit « ça y est, j'ai passé le complexe d'Oedipe, je suis libre. Ça y est, j'ai passé le complexe de castration, je suis libre. » Non, c'est à chaque fois. C'est une machine qui fonctionne constamment. Et qu'à chaque fois, nous devons décider si je m'en vais avec ma maman ou si je reste dans la vie.
D'accord? C'est-à-dire que je m'en vais avec ma maman, c'est-à-dire dans l'inconscient. La maman, ce n'est pas Madame Machin, c'est cette mère, non, qui a été introjectée, on va dire, dans l'appareil, et que j'ai la possibilité, effectivement. Donc, quand on parle de ce désir sexuel infantile refoulé ou réprimé, en fait, c'est ce désir qui va être le moteur. Et c'est quelque chose de complexe parce que c'est ce désir auquel nous avons renoncé, que nous avons dû renoncer et auquel nous devons renoncer constamment, en fait, pour ne pas partir, dans l'illicite. Parce que c'est un désir interdit. C'est le désir sexuel infantile, c'est un désir interdit. Donc, nous ne pouvons pas, et on va voir, jazz, muy buenas, et donc, on va voir que ce désir, ce qu'il y a de particulier, c'est que ce désir est le même pour tous. Nous avons tous le même désir sexuel infantile refoulé. Et nous différençons, nous deux, je ne sais pas comment on dit, nous sommes différents, hein, nous sommes différents à notre manière de comment nous allons renoncer à ce désir. C'est-à-dire que chacun va renoncer à ce désir d'une façon différente. Bon, ça, c'est une phrase qu'on peut, Bénice, bonsoir, Célia, bonsoir, qu'on peut marquer. C'est-à-dire que nous désirons tous la même chose, mais c'est un désir interdit, donc auquel nous devons renoncer. Et notre manière de renoncer est particulière à chacun. Par exemple, hein, vous voulez un exemple? On va voir un exemple. On va prendre un exemple en prenant l'exemple de l'hystérie. L'hystérie, c'est une structure qui parle beaucoup, qui décrit bien la situation. Imaginons un patient hystérique, et la particularité du patient hystérique, c'est qu'il cherche, ou on va voir dans sa réalité, Noura, bonsoir, qu'il veut nier la différence sexuelle. Alors pourquoi il veut nier la différence sexuelle? Parce que associé à la différence sexuelle est associé directement sa propre mortalité. Donc en niant la différence sexuelle, ce qu'il fait, c'est qu'il va nier sa propre mortalité. Donc il va nier sa propre castration. Nous savons que la castration, c'est pas la nôtre, sinon que c'est la castration de la mère phallique. Non, cette mère dont on a déjà vu, cette mère qui pouvait tout, cette mère qui était phallique parce qu'elle pouvait répondre à tous les besoins de l'enfant, en fait, cette attribution qu'avait fait l'enfant sur cette fonction mère, l'enfant va devoir désattribuer pour grandir. Il va devoir éliminer en fait cette attribution qu'il avait fait à la mère. Et c'est ça qu'on appelle la castration, c'est-à-dire désattribuer on dit que le phallus de la mère, en fait, c'est le pénis que la mère n'a pas. Mais que l'enfant, comme à un moment donné de sa constitution, il avait mis des pénis à tout le monde, eh ben, il va devoir, de la même façon qu'il a enlevé, non, au départ, les enfants ne font même pas la différence entre les personnes qui sont en vie et les objets. Donc c'est un processus aussi d'apprendre à faire la différence entre une chaise et une plante. Par exemple, c'est un apprentissage et en fait, il va devoir, et au départ, pour lui, tous les objets, tout a un pénis. Et petit à petit, il va devoir désattribuer. Et la grande désattribution, on va dire, c'est la désattribution de ce phallus que l'enfant avait mis à la mère et qui était nécessaire que la mère ait, puisque lui ne pouvait rien. Donc elle était grandiose, elle avait un énorme phallus. Pourquoi? Parce que lui ne pouvait rien. Donc non seulement à mesure que lui, il peut commencer à pouvoir faire face à la réalité sans toujours avoir besoin de maman, hein, il va pouvoir désattribuer ce phallus, mais que ça ne se fait pas d'une... Freud parle aussi de la pulsion eros et thanatos. Le désir peut aussi entrer dans le concept de la pulsion. Oui, la pulsion de mort et la pulsion de vie. Loris, bonsoir. Et en fait, ce phallus, donc cette attribution, parce que le phallus, en fait, c'est juste une attribution, c'est un concept, mais c'est une attribution. Et en fait, ce que Freud va nous expliquer, c'est que ce phallus, en fait, c'est celui qui va réguler la relation de la mère avec l'enfant. Et que l'enfant va traverser, lors de sa constitution,
comme sujet, non, pour se constituer comme sujet psychique, un premier moment où il va s'identifier avec le phallus. Donc lui, c'est bonsoir, puente. Donc c'est lui qui va s'identifier avec le phallus. Il va s'identifier avec le phallus, c'est-à-dire qu'il veut être le phallus, il veut être le phallus de la mère. Donc on voit ça dans la réalité, des fois même des adultes, où il y a encore des adultes qui sont le phallus de maman. Pourquoi? Pour que la maman ne soit pas castrée. Parce que si la mère est castrée, ça veut dire que lui aussi, il est mortel. Donc, il préfère ne pas castrer la mère pour ne pas, lui, être mortel. Donc, l'enfant va traverser, lors de sa constitution, comme sujet, un premier moment où il va s'identifier avec le phallus. Il veut être le phallus de la mère, et même, non, c'est-à-dire qu'il veut être quelque chose d'impossible, encore une fois. Donc, obligatoirement, vouloir quelque chose d'impossible, c'est produire des troubles. Donc, il y a un deuxième moment où ce qu'il veut, c'est avoir le phallus. Il veut l'avoir lui. Non? Donc un premier moment où il veut l'être, un deuxième moment où il veut avoir le phallus, donc son désir c'est le désir de phallus, et finalement il doit conclure en se rendant compte qu'il n'est ni le phallus, qu'il n'a pas le phallus, et que c'est la fonction père qui le porte, qui porte le phallus. Et pour revenir à un autre exemple, chez le patient hystérique, en fait, le patient hystérique, il se situe dans une position où il veut être le phallus de la mère. Il est le phallus de la mère, pourquoi? Encore une fois, donc, pour nier la différence sexuelle. Parce que si la mère est phallique, la reproduction n'existe pas. Elle est phallique. D'accord? La reproduction n'existe pas, donc il nie la différence sexuelle. Et il vit comme un immortel. Mais attention, vivre comme un immortel, ça ne veut pas dire que je deviens immortel, bien évidemment. C'est-à-dire que nier une situation de l'être humain, c'est-à-dire essayer de vivre, non? Ou essayer de vivre, de vous prétendre vivre comme si j'étais immortel, c'est-à-dire par exemple, c'est ce qu'on voit régulièrement, je remets tout à demain, comme si il allait toujours avoir un demain. Donc je ferai ça demain, je ferai ça demain. Donc obligatoirement, je vis, non, c'est une manière de montrer que je vis comme un immortel. Et que vivre, donc je répète, c'est très important, vivre comme un immortel ne me rend pas immortel. C'est très important. Et une autre chose, j'ai pris une phrase pour terminer ce soir, une phrase de Menassa qui est très intéressante. Lui, il va dire, je n'ai pas besoin de faire le tour du monde pour me connaître. Pour me trouver, pour faire une rencontre avec moi-même. Je sais que j'ai seulement besoin des autres. Donc c'est avec la rencontre avec les autres que je vais pouvoir apprendre qui je suis comme être humain. C'est avec la relation avec les autres qui va me permettre d'apprendre à savoir qui je suis. Alors, mais Freud parlait de castration par rapport au père, peur d'être castré par le père. Peur d'être castré par le père. Mais ça, c'est la situation qui mettait une limite, on va dire, une limite à l'enfant pour son excitation, en fait, avec sa mère. Non? Castré par le père, c'est-à-dire c'était une menace. Non? La castration par le père, c'est une menace qui doit intervenir pour séparer l'enfant de la mère et la mère de l'enfant. D'accord? Donc la castration, c'est la menace de castration. Après, la castration, c'est la castration de la mère phallique. Ce sont deux choses différentes, on va dire. Donc, pour reprendre la phrase de Menassa, qui nous interprète un petit peu tous en disant « Je n'ai pas besoin de faire le tour du monde pour me connaître », comme certains essayent de le faire, mais sinon que je dois apprendre à vivre avec les autres, et c'est avec le contact avec les autres qu'on va apprendre, non? Par exemple, on va dire... à chaque fois qu'on va avoir un nouveau contact avec des nouvelles personnes, nous aussi, nous sommes nouveaux. Un contact avec de nouvelles personnes, on se découvre nouveau. De la même façon que quand on va perdre quelqu'un, des fois ce n'est pas qu'on pleure parce qu'on a perdu cette personne, sinon qu'on a perdu la personne que nous étions face à cet autre.
Non, on va perdre la maman, le papa, et on perd la fille que j'étais. Je perds ma mère, et la fille que j'étais face à cette femme n'existe plus. Donc il y a une perte, voyager sans se déplacer. Exactement, Martine, voyager sans se déplacer. Mais ça, on va dire que c'est un voyage où, qui va se faire, non, Lacan parle du véritable voyage, qui est le voyage de l'analyse, donc c'est-à-dire le voyage, parce que quand on dit j'ai besoin des autres, c'est pas simplement les autres qui vont être dans la réalité extérieure, c'est après ces autres qui vivent en moi, parce que je ne suis pas toute seule. Donc, que la solitude n'existe pas pour l'être humain, c'est-à-dire que c'est une impossibilité, la solitude. Encore une fois, non, les gens qui ont des difficultés avec la relation avec les autres, ils veulent donc s'enfermer, se retrouver. Reda, bonsoir, ils veulent se retrouver en solitude en disant j'élimine les autres et comme ça j'élimine les problèmes extérieurs. Alors je réduis ma vie énormément. Hein, parce qu'à chaque fois qu'on veut essayer d'éliminer des problèmes, en fait, on va en fabriquer d'autres d'un autre type, effectivement. Hein. Merci, Ahmed. On va fabriquer d'autres types de problèmes. D'où l'importance de... Et en plus, une autre chose qui est importante, parce que quand on dit il faut apprendre à savoir qui nous sommes, ce n'est pas une intellectualisation. Il ne s'agit pas d'étudier la psychanalyse ou la théorie de la psychanalyse pour apprendre réellement qui nous sommes. Sinon qu'il va falloir passer par le divan, qu'il va falloir passer par la parole, qu'il va falloir chacun d'entre nous pouvoir parler de notre histoire, de ce qui nous arrive, de pouvoir... Hein, et on vit où on se retrouve à travers l'autre. Bah, disons qu'on a l'autre, c'est une sorte de miroir, non? On a besoin de l'autre pour pouvoir des fois nous situer. Hein? Je veux dire, moi par exemple, je viens du Mexique, où j'ai participé à un congrès de santé mentale. Et ça m'a permis de me rendre compte la formation que j'ai. La psychanalyste que je suis, la psychanalyste que j'ai formée, ou que j'ai formée avec d'autres, bien évidemment, ou du discours du Grupo Cero, le discours du Grupo Cero, de la psychanalyse Grupo Cero, comment elle est vue à l'extérieur ici, par exemple au Mexique, et que c'est un discours très fort, un discours très exigeant, et un discours très fort, et un discours très psychanalytique, où on voit que le Grupo Cero, mais il ne s'est pas dévié, il n'a pas transformé le discours pour dire voilà, ça me convient mieux. Non, je vais transformer un peu le discours pour que ce soit, et qu'il soit à ma mesure. Non, c'est moi qui dois me transformer pour être le plus possible psychanalytique. C'est moi qui dois travailler. C'est pas dire on va transformer un petit peu la théorie pour qu'elle s'adapte à moi. Ben non, dans ces cas-là, j'annule la théorie. Et ça, c'est la tendance la plus facile, on va dire. Et donc, et ce que je veux dire avec ce voyage, par exemple, au Mexique, ce qui a été intéressant de voir, c'est justement, j'ai pu me voir dans une autre situation. Je parle de la psychanalyste, hein, dans une autre situation où justement on peut voir par rapport à d'autres professionnels et à la réaction des autres, non, la situation donc, qui revient et qui me construit et qui montre non, qui m'aide à me construire. Parce que quand je répète toujours dans les mêmes situations, tout d'un coup, une situation extérieure me montre un nouveau reflet de la psychanalyste que je suis. Donc, c'est quelque chose de très intéressant. Moi, j'imagine que ça vous sera arrivé aussi dans d'autres situations. Donc, on a besoin des fois de modifier un petit peu l'entourage, ne serait-ce que quelques jours, pour pouvoir nous rendre compte un petit peu des nouveaux reflets de ces miroirs qui vont se présenter et pour se rendre compte de nouvelles choses de soi-même. Parce que sinon, des fois, on a tendance, comme tout le monde, les psychanalystes aussi, à croire ce que l'on voit. Et donc, on dit, par exemple, dans Théa, bonsoir, dans ce direct, nous sommes que 41, par exemple. Alors qu'il y a eu une époque où, je me rappelle, on arrivait à être 300, il y avait 300 personnes sur le direct. Alors, je pourrais me lamenter et croire à ces chiffres, mais qu'est-ce que j'en sais? Qu'est-ce que j'en sais? Comment va circuler après
cette vidéo. Et qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas la possibilité de me rendre compte de l'impact social que peut avoir ces vidéos. En quelques mots, quelle place occupe la psychanalyse au Mexique? Martine. Là, dans le congrès de santé mentale, nous étions simplement 2 psychanalystes. Bleu Lumière, bonsoir. Il n'y avait que 2 psychanalystes, les autres étaient des psychiatres, des psychologues et même certains qui se faisaient appeler des neuropsychanalystes, des psychanalystes je ne sais pas quoi. Et en fait, on voyait que, en fait, ils restaient collés sur le discours manifeste. D'accord? C'est-à-dire que le travail que nous avons présenté, donc je suis partie avec une collègue, et le travail que nous avons présenté, en fait, montrait qu'il existait les processus inconscients. Je veux dire que dans le congrès, la diversité des situations nous apprend et nous aide à se découvrir soi-même, exactement. Ce que j'ai été la première à faire référence dans le congrès, qu'il y a des patients qui ne veulent pas guérir, qu'il y a des patients qui ne veulent pas se transformer. Et donc, et que pratiquement tous les professionnels de la santé devraient savoir que malgré leurs efforts, leur travail, leur acharnement parfois, ben, il n'y a pas moyen, il y a des gens qui ne veulent pas guérir, il y a des gens qui ne veulent pas se transformer. Je vais très bien, Eureka, oui, Imed, j'ai cherché votre livre en France et je ne l'ai pas trouvé. Imed, quel livre? Vous pouvez le trouver sur Amazon. Si une partie de moi part avec la personne qui s'éteint, je peux en ressortir grandi quand la relation était bonne, mais pas dans le cas inverse. Si une partie de moi part avec la personne qui s'éteint, bah disons que je peux en ressortir grandi quand la relation était bonne. C'est pas en relation avec, merci Martine, c'est pas en relation avec la qualité de la relation, qu'elle était bonne ou mauvaise, peu importe, sinon d'accepter qu'il y a une partie de moi qui est partie. Et qu'il y a une partie de moi qui part tous les jours. Mais en même temps, c'est pour ça que je dois continuer la formation. Parce que d'un côté, bien sûr, cette personne que moi j'ai été au Mexique, aujourd'hui, elle n'existe plus. Hein, mais j'ai gagné quand même quelque chose. J'ai gagné quelque chose, puisque j'ai continué ma formation, puisque j'ai eu la possibilité de montrer comment à Madrid nous pensions la psychanalyse. Donc tout ça, c'est un enrichissement pour la professionnelle, évidemment. Ouais, bravo, une perspective originale de penser qu'il y a des personnes qui résistent à la guérison, bien évidemment, et tous les professionnels de la santé. D'ailleurs, quand j'ai précisé ça dans la salle, j'ai vu beaucoup de têtes qui faisaient oui, oui, en disant que bien sûr qu'il y a de nombreuses personnes qui savent que tout le monde ne veut pas guérir. Tout le monde, on a dit déjà ici que très souvent le patient a besoin de son symptôme. A besoin, c'est-à-dire que son désir est impliqué dans son symptôme. Et que c'est comme un bâton pour lui pour marcher, qui l'aide à marcher, qu'on ne peut pas lui enlever tout de suite le symptôme, parce que sinon, il va en produire tout de suite un autre. Non? Donc il faut intervenir sur la machine qui produit le symptôme. La machine qui a besoin de cette production de symptômes. Et c'est là où la psychanalyse intervient d'une manière merveilleuse. Nous les médecins, a l'intention de guérir. Et Freud, il va parler aussi de cette fureur curandis, qu'on dit en latin, el furor curandis, où en fait c'est cet acharnement à vouloir guérir. Et en fait cet acharnement à vouloir guérir de tous les professionnels en général, c'est quelque chose qui fait obstacle à la guérison. Parce qu'en fait la guérison, c'est une décision du patient. En psychanalyse comme en médecine, c'est-à-dire que le médecin doit bien évidemment présenter le traitement qui convient le mieux à ce que le médecin a vu dans le cas du patient, mais après c'est le patient qui décide. C'est-à-dire c'est le patient, il y a des patients qui ont besoin de leur maladie, il y a des patients qui ne veulent pas guérir, il y a des patients qui sont malades, furor sanandi. Sanandi, ok d'accord, ok. Donc en espagnol on dit curandi. Curandi parce qu'on dit curar de la cure, non? Bon, merci Marie-Thérèse. Donc, dans tous les cas,
c'est une décision du sujet et que le professionnel ne peut rien faire. La seule chose qu'il peut faire, c'est le mieux possible son travail. C'est-à-dire continuer sa formation, continuer à superviser, continuer à faire tout ce que lui, il considère qu'il doit faire pour son professionnel. Et après, savoir que comme il fait tout ce qui est nécessaire, ben, on doit considérer que ce qui se passe, c'est la meilleure chose. La meilleure chose à ce moment-là, c'est la meilleure chose qui peut arriver. Et puis après, continuer sa formation, continuer la supervision, continuer son analyse personnelle, continuer d'étudier pour se rendre compte, pour savoir qu'on ne peut pas faire mieux. On ne peut pas faire mieux. La seule chose qu'on peut, c'est continuer. Continuer dans la voie de son désir, pour pouvoir avoir une vie sans trop de troubles. Merci pour votre participation. Donc vous savez que vous pouvez partager sur vos réseaux cette vidéo qui, si ça vous a plu, très certainement plaira à d'autres personnes. Soyons généreux, partageons. Et d'un autre côté, pour ceux qui veulent continuer à étudier, il y a un cours sur les apports à la technique psychanalytique que nous avons commencé avant le Mexique. Et merci Marie-Thérèse. Et que nous allons d'ailleurs, mon intervention, très certainement, je vais venir la présenter ici devant vous aussi. Annick, en français. Bonsoir. Christine, bonsoir. Isabelle, merci à vous. Felipe, merci. Nelly, merci. Et donc voilà, continuons à étudier, continuons à apprendre. Célia, Guy, Jean-Loup, Marlène, merci à vous. Bonne continuation. Myriam, Marie-Marie, Néléa, merci à vous. Nathalie, merci. Fatia, merci. Allez, bonne soirée, bonne continuation et on continue donc mardi prochain au même endroit et à la même heure, mais avec un nouveau sujet. Sabrina, Isabelle, Alexandra, donc au revoir à tous parce que sinon je ne vois pas tous les noms. Nathalie, bonsoir. Merci à vous. Samy, bonne continuation et à la semaine prochaine. Au revoir.